Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette remarquable leçon de philosophie sur le politique et sur le droit et sur la violence et sur le mal et donc sur les thèmes fondamentaux de la politique. Je rebondis d'ailleurs sur ce que vous venez de dire, ce que dit Scarpinato, c'est que dans le fond, la mafia aussi a besoin de s'agrandir. Oui, oui. La mafia est dans la même logique. Et dans la même logique, c'est-à-dire que si elle ne s'agrandit pas, elle est condamnée à dépérir. Ah oui, c'est ce qui l'amènera à périr. Et c'est ce qui exactement. Et c'est ce qui l'amènera à périr. Quand elle sera toute puissante. La cause de la décadence des Romains pourrait s'appliquer à la mafia. Ah, aussi, oui. Oui, c'est assez tragique, il faut bien dire. C'est tout à fait tragique, puisqu'il n'y a pas de... Alors, non, je crois qu'il y a des tas de choses, quoi, dans ce que vous nous avez dit, des tas de choses qui correspondent aussi bien d'ailleurs à notre réflexion sur la corruption qu'à notre réflexion sur la politique contemporaine, d'ailleurs, hein, entre parenthèses. Mais je ne veux pas accaparer la parole, donc tout de suite, qui souhaite intervenir, faire une observation, une réaction? J'espère d'avoir pas été trop long. Non, c'est très bien. Charles-Henri, peut-être non, une réaction? Est-ce que dans la République gaulienne, il n'y a pas une part de machiavélisme? Dans le prince? Ah, tout à fait, oui. Oui. Et vous l'entendez comme moi? Je dirais qu'il y a évidemment une part de machiavélisme dans la politique, de pensée machiavélienne dans la politique gaulliste. Alors, est-ce que c'est du machiavélisme ou de la pensée machiavélienne? Moi, je penserais plutôt une pensée machiavélienne. Enfin, oui, voilà. C'est pas du machiavélisme au sens des petites magouilles comme ça, voilà, pour obtenir des résultats sordides. Mais je veux dire que la façon dont il a réussi, alors qu'il n'était absolument pas écouté par Churchill ni par Roosevelt, à se faire entendre des deux et à faire en sorte, et à faire ce mensonge d'État, qui est de dire que l'ensemble de la France était du côté de la résistance, et par là même permettre la refondation de la nation française sans que la France soit un pays occupé, c'est évidemment un acte de raison d'État. Mais en même temps, on le paye. C'est ça le problème. C'est tout le problème. C'est-à-dire que oui, c'est de la raison d'État. De même, c'était de la raison d'État dans un sens machiavélien, que de dire Français, Françaises, je vous ai compris, et s'entendre dans sa tête dire je vous ai compris, il faut donner l'Algérie. Oui, ça c'est l'ambiguïté. Donc l'ambiguïté du je vous ai compris est là tout entière, et elle est, elle est opératoire. C'est aussi un acte en effet, de pensée, d'activité machiavélienne dans le sens de Borgia, pour ainsi dire, que d'être du côté des généraux pour ensuite se retourner contre eux. Donc, bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de scènes de grande politique où on a cela. Hein. Et je pense que notre politique actuelle est particulièrement vide de cela. Justement, c'est un exemple très concret pour parler de Machiavel. Et vous dites on le paye. Et justement, est-ce que l'une des grandes notions de Machiavel, des grandes leçons de Machiavel, c'est pas qu'en politique, il n'y a aucun acte gratuit, donc il va falloir payer tôt ou tard. Et est-ce que le but du jeu, entre guillemets, donc dans cette logique de corruption inévitable, c'est de le payer le plus tard possible, le prix d'un acte politique quel qu'il soit. C'est-à-dire d'éviter, de faire en sorte... Ah oui, de différer l'échéance de la corruption, de la punition, du prix de l'acte. Oui, politique. du prix de l'acte, le prix de l'acte politique. Je réfléchis à votre question, mais je pense que non, parce que selon lui, d'abord on est dans un autre temps chez Machiavel, mais enfin ça c'est pas une bonne réponse, mais selon lui le prix de l'acte, le peuple est satisfait de ce qui est vraiment satisfait, il n'est pas satisfait apparemment. Il y a bien eu, non pas seulement dans vérité effective, puisque je travaille actuellement sur ça, sur la notion de vérité effective chez Machiavel, il y a à la fois une vérité de l'effet et une vérité de l'accompli.
il y a quelque chose qui a été accompli en vérité. Et donc, je ne pense pas que dans la perspective de Machiavel, bien sûr, on paye toujours tout, puisqu'à la fin, ça finit pas bien par se corrompre, puisque les moyens qu'on a utilisés pour agrandir Rome vont se retourner contre elle. Donc, en ce sens, vous avez tout à fait raison. Et c'est du différé. Mais sur le plan de la politique gaullienne, on aurait très bien pu penser qu'après De Gaulle, il y ait plus vite que ça une reconnaissance de l'histoire. Et là, il y a une responsabilité. Peut-être que le moment de la renaissance de la France comme un pays indépendant a été joué de cette manière-là, mais rien n'interdisait les successeurs de faire autre chose que de valider, enfin les derniers n'ont pas validé, mais pendant longtemps de valider la fable gaulienne, au fond. Il y a aussi la responsabilité des successeurs qui peuvent tenir un autre discours dès lors que la situation a changé. Mais voilà, Qui pourrait être assez gaulien aussi d'ailleurs. Mais oui, ça doit être tout à fait gaulien, oui. Donc, oui, je voulais revenir un petit peu sur l'ambiguïté du prince. On voit bien dans Machiavel donc, que le prince a un petit peu ce statut d'arbitre sur deux ordres, donc les grands qui auraient le désir de dominer et le peuple qui aurait le désir de ne pas dominer. Mais je me demandais si... De ne pas être dominé. De n'être pas dominé. Oui. Et alors, est-ce que le prince lui-même n'a pas aussi un désir? Ah oui, oui. Lequel serait-il, je ne sais pas, mais et du coup ce qui pourrait renvoyer aussi au problème de savoir si le prince lui-même peut être corrompu. Et en effet dans sa manière de dévoiler les conflits et de les dénoncer, est-ce qu'il ne pourrait pas être corrompu aussi d'une certaine manière, dans la mesure où il prendrait aussi lui part à ces conflits sans dire qu'il en prend part, qu'il y prend part. Enfin, oui, je comprends. Non, je comprends très bien, oui. Bah, c'est-à-dire que, tout à fait, peut-être pas le tout dernier point, mais bon, bah, je vais essayer de revenir sur les différents aspects de cette question. Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que, d'abord, ce que le peuple ne supporte pas, c'est d'être dominé par les grands. Il supporte le pouvoir du prince, ou le pouvoir de l'État. Pourquoi le peuple supporte le pouvoir de l'État ou le pouvoir du prince? Alors le pouvoir de l'État républicain, on peut se dire que c'est normal parce que le peuple étant le parti des lois et voulant être au-dessous des lois, alors que les grands veulent toujours être au-dessus des lois, eh bien l'État représente la vocation même que le peuple défend. Mais comme il y a cette ambiguïté, et que c'est cette ambiguïté qui joue autant que le fait qu'il soit défenseur du droit, quant au pouvoir, que cherche le gouvernement? Eh bien justement, je crois que c'est ça, je crois que là il y a quelque chose de très important, c'est-à-dire il cherche le pouvoir, mais pas la domination totale. Que le problème des grands, c'est qu'ils veulent dominer et écraser, et que leur commandement est immédiatement ressenti par le peuple comme mépris. C'est pour ça que dans certains passages, il est dit dans Machiavel, dans le texte de Machiavel, le peuple refuse le commandement d'être écrasé par les grands ou même d'être commandé. C'est-à-dire que même si les grands ne l'écrasent pas par une domination d'oppression, le commandement par les grands est un commandement méprisant. Donc, pour revenir à votre question, toute l'histoire du prince, je crois, je veux dire du livre Le Prince de Machiavel, c'est de dire le politique ne peut tenir que s'il y a de la part de l'État un désir qui est son désir et non pas le désir des autres. Et ce désir qui est son désir, pour répondre à votre question, c'est le désir du pouvoir. Mais le désir du pouvoir n'est pas le désir de toute puissance. C'est ça la différence. Donc, il y a un bon désir du pouvoir, mais qui évidemment peut toujours, bien sûr, c'est-à-dire que le pouvoir, le prince,
peut toujours se corrompre. Mais est-ce qu'il peut se corrompre en feignant de jouer il y a une politique d'alliance, c'est-à-dire qu'il doit satisfaire le peuple sans mécontenter les grands. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas et ne doit pas détruire le pouvoir des grands. D'ailleurs, à ce moment-là, il serait face au peuple dans une situation où ce serait ou bien un tyran, ou bien la tyrannie du peuple. Donc c'est une pièce maîtresse. Il faut garder. Donc, le totalitarisme. Oui, absolument. Sinon, ce serait totalitaire. Exactement. Il n'y a plus de grands. Il n'y a plus de grands. Il n'y a plus de grands. On les nomme quand on veut, on enlève la datcha, etc. Il n'y a plus de grands. Mais est-ce qu'il pourrait... La question que vous posez, c'est cette question, mais c'est aussi une autre. C'est est-ce qu'il pourrait prendre le parti d'un bord contre l'autre? Oui, mais dans une mesure très relative. Parce que s'il prend complètement le parti d'un... On l'a très bien vu dans la monarchie française. C'est-à-dire que s'il prend le parti... La monarchie française a su se détacher du pouvoir nobiliaire. Parce que sinon, chaque noble dit pourquoi pas moi. C'est-à-dire s'il n'est rien d'autre que le fantoche de la noblesse, ben, il ne sert plus à rien. Il n'y a plus d'État. Donc il a intérêt vitalement à se détacher de la fraction dont il vient, qui est celle des grands. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'alliance objective entre lui et le peuple. Mais bien sûr, il peut se corrompre. Oui, il peut se corrompre au sens où il peut devenir un tyran. Ça, c'est tout à fait vrai qu'il peut devenir un tyran. Mais il y a justement le fait qu'il y ait la nécessité qui le force, c'est-à-dire qu'il y ait les autres forces sociales. Il peut aussi y avoir la configuration contraire où les grands font alliance avec le peuple contre le prince. La configuration anglaise et libérale. Donc. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est toujours un jeu à trois. Ça n'invalide pas du tout la thèse machiavélienne. Non, c'est tout à fait. Les grands peuvent s'allier au peuple contre le prince, oui. Oui. Merci. Mais du coup, est-ce qu'on peut mieux comprendre la mécanique de Machiavel si on considère du coup que, est-ce que ça veut dire que ceux qu'il appelle les grands sont investis d'un certain type de pouvoir qui serait de l'ordre, on va dire, de la domination, et que le prince serait investi d'un autre type de pouvoir qui serait de l'ordre de, disons, la société de contrôle au sens foucaldien, deleuzien, et que ces deux types de pouvoirs ont des fonctionnements qui sont différents, et que du coup ils auraient aussi des corruptions qui seraient différentes. Est-ce que Machiavel fait cette distinction-là aussi puisque le peuple a aussi un autre type de pouvoir qui serait plus, type machine de guerre, les nomades, etc. Donc toute la rhétorique du Méside et compagnie. Je vois votre question. Mais c'est-à-dire que les grands... D'abord, les grands, c'est tantôt les nobles, tantôt les riches. Et c'est pas les mêmes, parce que les riches, ça peut être les bourgeois à l'époque, pas du tout les nobles. Donc les grands ont cette fonction de vouloir... Au fond, ils viseraient bien la domination totale. Bon. Et si l'on entend par le totalitarisme la domination totale, ou que le totalitarisme c'est une des formes de la domination totale, ils ne cherchent pas une domination partielle. Ils veulent la domination totale. Maintenant, pour revenir à ce qui m'a intéressé le plus dans votre question, peut-être on pourra revenir à l'ensemble, c'est la société de contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société de contrôle possible pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a surveillance réciproque des pouvoirs. Et la deuxième, c'est à cause du perspectivisme. C'est-à-dire que la société de contrôle, c'est le modèle panoptique. C'est-à-dire, le prince voit tout de sa place. C'est l'œil qui voit la totalité. Mais le prince machiavélien, bien sûr, il exerce un contrôle. Vous avez raison de dire que s'il y a un danger, c'est de ce côté-là, puisque, si je me réfère à la très belle formule de Machiavel, gouverner, c'est empêcher les sujets de vouloir désobéir et même d'y penser. Donc il y a bien un contrôle du gouvernement
qui ne passe pas par un appareil idéologique. Cette époque n'existait pas à l'époque. Mais dire une société de contrôle, je ne crois pas. C'est sur le mot société. C'est-à-dire que si l'on entend l'État dans le sens de l'État qui voit tout, panoptique non, et si on l'entend, comme à mon avis, Lefort avait très bien vu lorsqu'il a dit que l'État totalitaire c'était une société totalitaire. C'est-à-dire une société où il y a non pas une surveillance généralisée en faveur du haut. Et ça, c'est pas le cas. C'est-à-dire que la surveillance, elle est surveillance réciproque des limites du pouvoir de l'autre. Donc, il ne peut pas être l'homme d'une société de contrôle, mais qu'il y ait une fonction de contrôle, c'est sûr, sauf que c'est comme chez Rousseau en ce sens. Enfin, chez beaucoup d'auteurs, il y a quelque chose qui fait frein à ça, c'est la religion. Ce sont les mœurs. Je veux dire que il ne peut pas tout. Il ne peut pas tout. Il n'a pas le monopole de l'idéologie, comme dans les sociétés de contrôle. Donc, c'est précisément parce qu'il y a un vivre libre, un vivre civil, un plus de vie, c'est l'expression de Machiavel, le plus de vie, un plus de vie qui tient à la vitalité des mœurs, qu'il ne peut pas. Mais que cette vitalité des mœurs s'effondre, et alors il pourrait. Vous voyez, donc je pense que... Donc il y a un grand décalage avec l'époque contemporaine, où justement la religion... il y a un grand décalage, un immense décalage dans le sens où nous assistons très peu à la présence de religions civiques. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est en ce sens qu'il y a un grand décalage, oui. Et nous assistons à des religions qui dans l'esprit de Machiavel, Machiavel par là c'est peu de l'islam, hein. Donc c'est difficile, on ne peut pas le faire par... c'est autre chose, c'est une autre question, savoir est-ce qu'il y a des religions de la guerre, comme tu penses Chia qui dit que l'islam c'est une religion de la guerre, dans son principe. Mais pour revenir à la question à la question que vous posez, c'est parce qu'il y a une vie sociale qui n'est pas seulement politique qu'il y a une impossibilité d'un pouvoir dominateur d'en haut. En somme, c'est lorsque la vie sociale, le tissu de la vie sociale s'étiole, lorsqu'il n'y a plus du tout une adhésion à des valeurs qui soient vivantes, que l'idéologie peut marcher. Donc, c'est vrai, dans un autre temps, c'est incontournable. C'est incontournable. Donc du coup, si je comprends bien, en fait, il n'y a pas véritablement chez Machiavel une distinction de pouvoir entre les grands et le prince. Ah si, il y a une très grande distinction. Les grands cherchent à dominer. Le pouvoir cherche à commander. C'est pas pareil du tout. Parce que les grands veulent, quand ils veulent dominer sur tous les tableaux et jusqu'au bout, autant qu'ils peuvent. Tandis que le pouvoir cherche un commandement, mais un commandement qui est quand même fondé sur un certain assentiment. Un certain assentiment dans les alliances, puisqu'il faut satisfaire le peuple sans mécontenter les grands. Donc il y a une stratégie politique qui fait que le pouvoir ne pense pas ne pense préserver son commandement intelligemment, en donnant aux uns et aux autres quelque chose. Vous voyez? Donc il vise la pérennité de son pouvoir. Et c'est en ce sens que s'il veut rester, il doit faire ça. C'est ça que dit Machiavel dans Le Prince. Il écrit Le Prince pour dire, si vous voulez... voilà, il faut faire ça. Mais arrêtez de vouloir être si démocratique que ce sont les ennemis de la démocratie qui, évidemment, l'emportent. Et
voilà, enfin, c'est compliqué, mais c'est cette critique de l'angélisme politique, ça me paraît évident chez Machiavel, la critique de l'angélisme politique, et puis l'idée qu'il y a un jeu des forces, et que ce jeu des forces n'existe, et d'alliance n'existe, que pour autant qu'une société poursuit différentes valeurs. C'est ce qui me fait penser qu'il y a entre Machiavel, le Pascal, Michael Walzer, il y a la pensée des ordres. C'est la pensée des ordres et la pensée du pluralisme des valeurs. Chez Montesquieu, la pensée du pluralisme, Pierre Manant. Enfin, et qui maintient Dieu à sa place. Pas Pierre Manant. Oui, qui maintient. Oui, c'est ça. C'est cette pensée Bernard Manin. Je veux dire, il y a une pensée de la pluralité. Je crois que c'est un penseur de la pluralité. C'est pour ça qu'on en a fait tantôt un penseur de la République, républicain, tantôt un penseur du libéralisme. Alors, j'aurais aimé poursuivre sur ce que vous venez d'aborder. Quand vous dites que la religion chrétienne a désarmé le prince et le pouvoir politique, ce qui est une question pour moi nouvelle, enfin, je suis assez intéressé par ce que vous avez dit là. Vous avez dit en même temps, ça rejoint ce que vous venez de dire, c'est la pluralité des valeurs, d'une certaine manière. Et vous avez dit en même temps, la France a cherché à faire autre chose. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Ben je veux dire que la France cherche à toujours séparer relativement le religieux et le politique, depuis la Saint-Barthélemy. Et la question de la présence de la guerre civile et la recherche d'un État qui soit au-dessus des factions religieuses, et donc d'une certaine façon, bien avant la question de la laïcité, tout ça, la façon dont l'État français est né de la prise de distance à l'égard d'une religion d'État, Machiavel voit dans le modèle français un moyen de sortir de la confusion du religieux et du politique dans la situation d'une religion qui n'est pas politique. Car au fond, c'est ça son idée. Cette religion n'est pas politique. Elle n'est pas politique parce que c'est une religion de la faiblesse. C'est l'exact opposé d'une religion du courage et de la vertu. C'est une religion qui ne conduit pas les hommes à une énergie parce que c'est une religion non politique. Par conséquent, c'est son analyse, je n'ai pas dit qu'il a raison, hein. Et je pense qu'il y a une diversité de situations et de combinaisons entre le christianisme et la politique dans l'histoire que je ne prétends et que Machiavel ne prétend pas épuiser non plus. Mais son idée, à savoir, la question est à la fois qu'une religion soit pleinement religieuse. Alors j'ai utilisé la formule de Derrida de part en part et à part entière parce que je l'ai trouvé, mais qu'elle soit vraiment une religion et qu'en même temps cette religion soit politique, c'est-à-dire son idée sur laquelle la force de Moïse, c'est qu'il était les deux. On lit souvent Le Prince en disant Machiavel dit qu'il faut qu'un prophète soit armé. Oui, mais il dit aussi il faut qu'il soit prophète. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait les deux. Or, le prophète, la grandeur de Jésus, et d'ailleurs Machiavel est un chrétien, hein, il meurt chrétiennement, la grandeur de la prophétie de Jésus et de sa parole, c'est une prophétie, mais de sa parole, c'est précisément de prêcher le désarmement. On ne peut pas gouverner si on prêche le désarmement sans une tyrannie. Sans le fait de vouloir obtenir par une voie ce qu'on ne peut avoir que par une autre, pour reprendre la formule pascalienne. C'est le grand reproche fait, quoi, la cité de Dieu de saint Augustin, c'est une réponse à cette accusation faite à l'Église chrétienne d'avoir été la cause de la perte de Rome. Oui. Voilà, mais je pense puiser la question, c'est-à-dire que Machiavel parle en situation. Il parle en situation en même temps qu'il parle universellement. Je veux dire, il parle dans la situation de l'Italie.
de son temps qui fait que la papauté romaine bloque toute unité italienne. Déjà. Et ça pour longtemps quand même. Hein. Et qui fait que elle empêche la possibilité de république durable. Et donc il y a cette sorte d'émiettement du corps politique et de multiplicité des factions. Donc il est très en colère contre l'Église, contre le rôle de la religion chrétienne. Et il est très en colère contre le purisme aussi, moral, de ceux qui s'y opposent. Pour lui, ce sont deux formes de corruption politique, de corruption du politique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que d'un côté, la religion chrétienne n'est pas corrompue moralement, fondamentalement, et elle a fait ce qu'il faut pour, mais d'un autre côté, sur le plan politique, c'est un désastre, son existence en Italie. Voilà, c'est comme ça qu'il se représente les choses. Et pourquoi César Borgia échoue? Parce qu'il n'arrive pas. Il fait tout ce qu'il... C'est ce qu'il dit dans ses lettres. Il a, dans ses lettres, qui parle de la fin de César Borgia, il a tout fait pour se séparer d'Alexandre Borgia, et voilà que il n'y arrive pas. Alexandre Borgia meurt, et dans le moment même où César Borgia est atteint d'une très grave maladie. Et César Borgia est pris de stupeur. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'il est rattrapé par la représentation du père. Il y a une impossibilité à s'autonomiser. C'est pour ça qu'il applaudit César Borgia au début, parce que César Borgia, enfin, il va essayer de faire autre chose. Mais c'est pas possible. Mais ceci dit, bon, ça n'épuise en rien la question que vous posez, et vous avez raison, c'est que cette vision est évidemment partielle, restreinte, et elle ne peut pas être considérée comme le mot de la vérité sur la question des multiples combinaisons possibles entre christianisme et gouvernement. Si on pense à la façon dont Locke a pensé l'organisation de la paix civile sur la base de la foi chrétienne, on a tout autre chose. Oui, et puis tout ce que dit Peterson sur l'alliance entre le paulinisme politique et l'empire, qui fait qu'en fait il y avait un renforcement mutuel entre le temporel et le spirituel déjà sur la fin au Bas Empire. Oui, donc mais il y a l'idée de chacun dans son ordre, quand même, chez Machiavel. Je crois que c'est très marqué, oui. Selon vous, dans l'histoire de l'humanité, qui représenterait le mieux le prince? Je pensais à Yvon le Terrible, parce qu'il était quand même aimé de son peuple, alors qu'il était quand même assez redoutable. Hein. Assez redoutable, oui. Il s'amusait à mettre des tasses en or sur les fontaines de chaque village pour voir le premier qui va voler. On lui coupait la main directement. Donc il était assez redoutable. Mais selon vous, quel est celui qui représente le mieux le prince? Ça, je ne saurais pas vous dire, honnêtement. C'est pas parce que on m'a posé la question tout à l'heure sur De Gaulle. Je pense que De Gaulle est un personnage machiavélien. Hein. Bon. Mais dire... Je vais pas... c'est très difficile. Vous avez raison de dire qu'Yvan le Terrible est une figure. Voilà. Je pourrais dire oui. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, dans une réunion de séminaire, on m'avait demandé de dire mon point de vue sur chacun des hommes politiques de l'époque. Et j'avais dit que un qui avait eu un grand rôle machiavélien, c'était Gorbatchev, mais qui n'avait pas du tout été aimé, mais détesté. Et que de ce point de vue-là, c'était partiellement manqué. Mais c'est très difficile de dire qui... puisqu'il n'y a que des modèles approchants. D'ailleurs, pour Machiavel, il n'y a jamais de modèle absolument réussi. Hein. C'est un idéal politique, oui. Qu'est-ce que Machiavel pense de la façon dont on peut choisir ou trouver le prince, notamment entre le modèle républicain puis le modèle monarchique qui voit naître quand même en France? Parce que ça naît avec Lyon, ce qui n'est pas aussi pour un personnage qui a bien joué de l'ambiguïté pour construire un pouvoir royal. Très cauteleux. Très cauteleux. Qu'est-ce qu'il pense là-dessus sur... Le prince, c'est quelqu'un qui... On a de la chance, on a un prince, et puis on n'a pas de chance, on n'a pas de prince, et alors s'il n'y a pas de prince, eh ben, tout va mal, et puis s'il y a un prince qui fait bien le job... Ah non, non, c'est pas ça. Le choix du prince, parce que... Non, C'est ça ce que je veux dire. On doit quand même savoir comment on va le trouver, le prince.
Comment il arrive? Comment il arrive, le prince? Je vais prolonger la question concernant notre séminaire sur la corruption, parce que c'est très intéressant. Dans le fond, les lois ne suffisent pas. Or, ce qui désarme notre époque, qui est dans ce sens-là hyper juridique, hyper juridiste, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre réponse à l'égard de la malgouvernance ou de la dictature ou de la corruption que des procédures et des lois. Oui. On ne peut plus penser politique. Et on ajoute des lois. Et on ajoute des lois. Et ces lois ajoutent au mal. Oui. On voit très bien, ce manque de correspondance fait voilà. que ces lois ajoutent au mal et on ne comprend pas ce qui se passe. Et du coup, on remet des procédures d'inquantification. Et parce que tout ça, on ne veut pas faire de politique. Alors moi, je pose la question de Charles-Henri. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le fond, est-ce que c'est pas par un retour à la politique au sens machiavélien, y compris dans son aspect qui est désagréable pour le contemporain? Est-ce que la réponse à la corruption n'est pas dans ce retour aux politiques peut-être violent? Ben, c'est-à-dire, indépendamment de... comment... D'abord, Machiavel, donc, je reviens un peu à Machiavel pour essayer de répondre à deux questions. Machiavel cherche un prince. Il cherche un prince. À la recherche d'un prince. C'est ça le livre, Le Prince. Il cherche un prince. Il va dédier son livre à deux personnes qui vont être nulles et qui n'avaient pas l'envergure. Donc le manifeste politique ne trouve pas, notamment il le dédie à un Laurent le Magnifique qui n'est pas le grand Laurent Magnifique. Et justement, il manque l'enjeu. Ce que veut dire Machiavel, alors j'essaye, n'est-ce pas, de voir ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a nécessairement dans une république ou dans une principauté la fonction du prince. Et qu'on la réalise par la méthode de la République, c'est-à-dire par différentes forces institutionnelles qui sont représentées par des gens qui ont une stature, ou qu'on le réalise par un seul qui a la possibilité d'innover, ça revient au même. Il ne s'agit pas de chercher comme ça qu'il y ait un prince. Bon, ça c'est la première question. La deuxième chose, c'est qu'en effet, pour Machiavel, il faut qu'il y ait la virtu. Et que la virtu, c'est de l'imprévisible. C'est ça la virtu, c'est quelque chose qui est imprévisible. C'est quelque chose dont on ne peut pas, dont on ne peut pas demander ça se commande pas. Le surgissement, ça ne se commente pas. Mais, par contre, en effet, on peut travailler le terrain, et travailler peut-être le terrain des mœurs, pour que quelque chose comme de la virtu se présente, et soit reçu. Alors, la question que vous posiez allait, je crois, dans ce sens. Est-ce que vous pourriez la reformuler? Non, ce que je trouve intéressant, c'est dans le fond, il y a quoi, parmi tant d'autres choses de chez Machiavel et dans votre exposé, c'est que vous avez sollicité, dans le fond, la corruption a toujours deux sens. C'est un concept ambigu lui-même. Ah oui. C'est ça qui est un concept, c'est une question. Mais enfin, c'est à la fois, c'est une notion ambiguë. Oui. Parce que c'est une notion à la fois physique, naturaliste, le dépérissement des choses, voilà. Et c'est une notion morale. Et c'est très frappant de voir comment aujourd'hui on s'engouffre, tout le monde s'est engouffré, mais depuis des siècles, hein, sur la version cicéronienne, on pourrait dire, c'est-à-dire la vertu morale. Et on a oublié ce que dit Machiavel et qui est son point de départ, à vous entendre, c'est-à-dire tout ce qui existe dans ce monde est condamné à dépérir. Et cette considération, la démocratie, c'est l'impensable de la démocratie. La démocratie ne peut pas penser sa fin. On va faire un séminaire là-dessus. Je crois que c'est tout à fait vrai. La démocratie ne peut pas. La démocratie ne pense pas que son corps est voué à la disparition. C'est ça. Comme l'inconscient ne peut pas penser la mort, la démocratie ne peut pas penser sa mort. Non, et la mort est présente. Et la mort est présente, extraordinairement présente.
Alors, donc un corps démocratique ne peut pas penser sa mort. Non. Il y a d'autres corps démocratiques. Mais c'est ça, voilà. Et en même temps, et c'est très angoissant, dans le fond, si on va jusqu'au bout, c'est que, et en même temps, il est mortel. Et Voilà. les institutions sont corruptibles au sens qu'elles sont fragiles, qu'elles sont mortelles. Elles ne sont pas éternelles. Et j'ai été très intéressé par ce faire retour à ce qu'il y a d'originaire. C'est le procès en allemand Urteil, c'est le partage des origines, qui donne entre parenthèses Ordil hein, en anglais, c'est-à-dire que les l'ordalie, Oui, c'est le partage l'ordalie. des origines. Je parle devant. L'ordalie, c'est le partage des origines. C'est-à-dire c'est ce retour à l'originaire. On espère que sa puissance symbolique, c'est de régénérer par le rappel à l'originaire. Oui. C'est très, quoi, c'est le procès, ça. D'accord. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut réintroduire cette notion physique naturaliste en nature de la corruption. La corruption n'est pas qu'un mal moral, elle est aussi la finitude des corps. Oui, et puis le retour aux origines se fait non pas dans l'idée du retour au pur, mais dans l'idée d'une altération de l'altération. Du retour au mixte. Du retour au mixte et du retour et d'un retour qui est un retour à l'hybridité, oui. Et à l'hybridité. Et à l'hybridité. Parce que notre corps politique est hybride, donc c'est d'où le symbolique, entre parenthèses, d'où le symbolique. Oui. Parce que le symbolique, Voilà. c'est la nature hybride on ne peut pas. On est des êtres symboliques, ça on ne peut pas être en dehors de cette nature mixte. Alors je trouve que ça, pour une réflexion sur la corruption, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il faut réactiver l'originaire, mais l'originaire, c'est l'hybridité. C'est l'hybridité. Et puis, par rapport à ce que vous disiez, c'est pas tant réactiver pour notre temps de la violence à l'état comme Machiavel en parle, mais réactiver de la fermeté. Et je crois qu'on est dans une époque qui manque singulièrement de fermeté, en tout cas en France, en tout cas. Oui, elle manque de fermeté. Elle manque de fermeté parce qu'elle ne voit plus par où passent ces conflits. C'est-à-dire qu'elle manque aussi extrêmement de conflictualité. Elle manque extraordinairement. Alors, ça aussi, c'est très... Elle manque extraordinairement de conflictualité. Du coup, il y a des faux conflits. Où sont les conflits aujourd'hui? Où est le conflit aujourd'hui? Et je pense que la mondialisation, c'est un autre point. C'est-à-dire que la mondialisation change radicalement la donne. C'est-à-dire, est-ce que les grandes entreprises sont des grands? Et la réponse est non, parce que c'est un pouvoir partiel. Comment dans le fond, la cité se pensait sous l'horizon de sa clôture. Oui, c'est ça, elle a une clôture. Elle a une clôture. Or, la mondialisation, il n'y a plus de clôture. On est face à plusieurs déclosions. Exactement. Qui s'opposent. Exactement. Et du coup, c'est-à-dire qu'en fait, on est après l'État. Oui, et on est après la possibilité d'une division entre nous. Parce qu'on est tous... les divisions passent ailleurs. C'est pas une division qui pose une communauté républicaine qui puisse être divisée. Voilà. Et c'est pour ça que le modèle de la République n'est pas pertinent, en fait. Il ne peut pas l'être en tel quel, en tout cas. Il faut le transposer. Dans le contexte de la mondialisation. Dans le contexte de la mondialisation. Qui fait que... Absolument. Et d'où je crois que c'est une des causes profondes du malaise actuel, c'est qu'on ne peut pas retrouver de conflictualité. Oui, mais en même temps, face à cette situation... disons qu'une des voies, c'est pas la seule, mais une des voies d'égarement, c'est la voie morale. La voie morale, j'entends la voie moraliste qui se pose dans une situation qui défend l'oblation. C'est-à-dire, au fond, qui défend un rapport à l'autre c'est vrai que Machiavel est un réaliste, c'est-à-dire l'autre et de façon ambiguë, celui qui peut aussi bien me sauver de mon égocentricité, mais aussi m'aliéner. Il n'a pas un point de vue... Et c'est très curieux, en tout cas en philosophie, c'est très clair. Je parle là parce que dans le milieu philosophique, c'est ce qui m'agace le plus, c'est-à-dire cette espèce de sorte de moralisme là, qui a lieu et qui s'alimente beaucoup... très paradoxalement, qui s'alimente beaucoup au christianisme phénoménologique, voyez.
Vous voyez ce que je veux dire? Totalement. Et ça, vraiment, c'est insupportable. Totalement. Mais qui s'oppose aussi Parce à que des- c'est absolument pas... Ça n'est ni chrétiennement défendable, ni défendable point de vue de la réalité. Oui, et ça s'oppose aussi autant à la déconstruction. Oui, oui. Donc la voie est étroite, quoi. C'est-à-dire que la voie est étroite entre le refus d'un côté d'un christianisme phénoménologique et de l'autre côté le refus de la déconstruction. Ah oui, comme voilà. une autre attitude Voilà, il faut philosophique. s'opposer aux deux voies. Est-ce qu'aujourd'hui, en Est-ce qu'on philosophie, posait aux deux on n'est pas dans la tentation entre le nihilisme, le déconstructionnisme ou le retour à Le de nihilisme, la c'est une catastrophe totale. Ben voilà. Et en fait, il y a des échanges entre les uns et les Bien autres. sûr, bien tout à fait. C'est ça qui circule. Et c'est dans ce sens-là que la voie machiavélienne est extraordinairement pertinente pour notre Mais temps. voilà, elle est extrêmement pertinente, mais vous avez absolument raison dans toutes vos questions, et ce que vous venez me dire va tout à fait dans ce sens, que la difficulté aujourd'hui, c'est savoir que serait transposé Machiavel. Comment transposer? Et justement, donc en gros, la question de cette transposition dans le monde d'aujourd'hui, c'est la question de la souveraineté par la régulation, j'ai l'impression, comme vous parlez des entreprises, etc. Et finalement, j'ai l'impression que la solution qui est sous-entendue dans ce que vous dites, dans cette clôture qui serait une clôture monde finalement, après la destruction de l'État-nation, ce serait un gouvernement mondial. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est sous-entendu. C'est pas ce que j'ai dit. Dans ce que je voulais... J'ai l'impression que c'est sous-entendu. C'est impossible, ça. Oui, c'est impossible. Non, c'est ça. C'est impossible, et ce serait une nouvelle tyrannie. Là, pour Alors, le coup, total, là, pour le coup, totalisant. Là, pour le coup, quand tu as raison, C'est ça, c'est la tout à fin fait. de la Mais diversité. voilà, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire par là, en fait. ce que je voulais dire par là, c'est que aujourd'hui, il me semble que ce que pouvait pas voir Machiavel, mais pas plus que Montesquieu, Oui. c'est que la mondialisation est un changement absolument radical de notre condition politique. Sous-estimé d'ailleurs comme étant et sous-estimé. Et je pense que comment dirais-je, la configuration, si on cherche à transposer aujourd'hui, par exemple, mais on le voit tous les jours en France, les grands, ils sont plus en France, les grands. Qu'est-ce qu'on va faire d'une politique où les grands sont plus là? Il y en a quelques-uns quand même. Mais enfin... Il Mais aimerait enfin- qu'il y en ait plus. C'est-à-dire que Non, c'est pas bon. ça, mais c'est qu'effectivement, aucun État mondial ne peut les contrarier de façon concertée. C'est ça. Il n'y a plus d'espace politique. C'est-à-dire que d'un côté, il n'y a plus de peuple, si on va jusqu'au bout. D'un côté, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de grands. Et en même temps, il y a Il y a un espace politique. et en réel. même temps, il y a des fanatismes religieux, c'est-à-dire quelque chose qui est aussi et des terrorismes internationaux, c'est-à-dire d'autres formes de mondialisation de la violence. Est-ce que pour Machiavel, est-ce que pour Machiavel, l'hypothèse du départ est envisagée d'un point de vue politique? C'est-à-dire que dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? La grande modernité, c'est celle des protestants américains. Ils ont résolu le problème en partant. Ils sont partis. Et aujourd'hui, le départ de la mondialisation, c'est aussi ça, c'est la possibilité de partir, de déserter, d'aller ailleurs. D'aller ailleurs, c'est Qui irait ailleurs? le capital et les gens qui sont pas satisfaits de leur communauté politique, ils désertent, ils partent, ils émigrent. Ah, actuellement. Actuellement. Oui, Et- c'est mais ce c'est qui la se passe. modernité, c'est Ah oui. depuis la modernité. Oui, c'est ça, ils s'en vont. Ils s'en vont. Ils s'en Alors, vont. et est-ce que cette hypothèse de c'est aussi la hijra, hein, la hijra pour musulmane, Oui, c'est-à-dire oui. quitter la terre des Oui. infidèles pour aller dans une guerre qu'on voit Oui, quotidiennement. oui. Alors, est-ce que cette hypothèse politiquement est prise en compte par... Est-ce que dans l'horizon machiavélien, il n'y a pas l'idée qu'on ne peut pas partir? Qu'on ne peut pas faire défection? Que ce n'est pas une solution politique? Comment vous l'entendez qu'on ne peut pas faire des C'est-à-dire que c'est assez délicat. Je veux dire, je veux dire, par exemple, Machiavel a, par rapport à la question des maranes, la même position à peu près que Montesquieu, c'est-à-dire que d'une certaine façon, ce qui a été insupportable au pouvoir d'État espagnol, c'est de ne pas pouvoir avoir la main sur les échanges qui ne sont plus liés à une terre, sur les échanges pour les lettres de cachet qui déconcertent complètement. Et donc là, on a
mais Machiavel n'est pas contre. Enfin, je veux dire, c'est dans un autre temps, mais c'est pas un penseur. Je pense que c'est. C'est très difficile à dire parce que je pense pas du tout que ce soit un penseur du national, c'est-à-dire de la clôture, de rester dans le cadre national. D'abord parce qu'il est avant la nation. Mais alors, comment transposer qu'est-ce que ce serait qu'est-ce que vous appelez faire défection? J'aimerais que vous m'expliquiez exactement ce que vous en... Ce que je veux dire par là, c'est que... Ceux qui fuient l'esclavage, la conscription, c'est ça, non? Ce qu'il y a une conception, c'est qu'aujourd'hui, la difficulté de constituer une communauté politique contemporaine, je suis dans la mondialisation, c'est que l'hypothèse du départ, de la fuite des capitaux, des richesses, Ça, c'est pas une hypothèse, c'est ce qui se passe tout le temps. C'est ce qui se passe tout le temps. Mais est-ce que ça se passait autant? Est-ce que c'était concevable? Est-ce que c'était concevable de faire des grands pour Machiavel? Bon. Ça change tout. La possibilité de partir, des dissidents, ils sont pas d'accord, le peuple n'est pas d'accord, il s'en va. Il fait défection. Il part massivement ailleurs. C'est vous voyez dans le temps moderne un peu c'est les protestants, les puritains. C'est les puritains comme creuset de la modernité, c'est Walzer, c'est la révolution des... C'est-à-dire que leur solution, ça a été de partir. Et partir où? Aux États-Unis. Aux États-Unis, d'accord, mais maintenant le monde est à la fois mondialisé et clos. Oui, il y a tout un livre là-dessus, hein, d'un anthropologue, James Scott, qui s'appelle Zomia, sur l'Asie du Sud-Est, et qui explique toutes les relations entre l'État et les communautés locales qui ont été considérées comme des sauvages, justement parce qu'ils avaient fui l'État, parce que c'est des États qui sont esclavagistes, conscription obligatoire pour faire les guerres, les épidémies et tout. J'entends bien, mais justement, on est dans un espace clos en même temps. Il n'y a plus de sortie. Vous voyez... il n'y a plus de sortie, mais il n'y a pas de politique non plus. Il n'y a plus de sortie, donc je ne vois pas comment on pourrait trouver... non, ce qu'il faudrait, c'est une sorte de... un contre-pouvoir, des contre-pouvoirs qui ne soient pas seulement nationaux et qui pourraient, comment dire, damer le pion aux grands internationaux par des moyens qui ne soient pas ceux de la violence extrême. À l'époque, quand même, enfin, on peut transposer un peu, puisqu'on est passé de la province à l'État. Et donc il y avait cette problématique un peu, sauf qu'il y avait l'État qu'on pouvait appréhender. Bon, est-ce que c'est pas aujourd'hui un peu la même chose? Et pourquoi arriver tout de suite au monde? Effectivement, il y a peut-être autre chose que le monde. Il y a peut-être une structure intermédiaire qu'on s'efforce de chercher et qu'on n'a pas trouvé. Mais enfin, les États-Unis, c'était un peu ça. L'Europe, les grands continents, ainsi de suite. Et c'est peut-être à ce niveau-là que des choses peuvent être imaginées. Oui. Oui, seulement le problème c'est que la fédération, l'Europe, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est dans l'Europe ou des forces comme ça qu'il faut espérer et qu'il faut soutenir. C'est ce qu'il faut soutenir. Simplement, elles sont pour l'instant dans une situation de grande faiblesse par rapport au contraire au renforcement. Il y a encore deux questions. Est-ce que finalement le problème de toute transposition ne serait pas se situerait pas dans le fait que la légitimité a changé de camp? Cette légitimité qui est, au moins l'illusion de la légitimité qui est le fondement de l'autorité du prince, finalement aujourd'hui n'est plus possédée par le politique, mais cette aura ou ce charisme se situe finalement dans la domination du pouvoir du marché finalement. Et est-ce que finalement ce passage à une autre légitimité empêche fondamentalement de penser la transition politique aujourd'hui et finalement, est-ce que c'est pas pour le coup la manifestation de sa corruption au sens machiavélien, c'est-à-dire que ce délitement de l'autorité et de fait de sa légitimité et de fait aussi le délitement, enfin sa corruption physique presque au sens machiavélien, quoi. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on ne voit pas d'alternative plausible au marché. C'est quand même une objection forte. Sauf qu'il y a marché et marché. Tous les marchés. Il n'y a pas un seul fonctionnement du marché. C'est peut-être ça l'impuissance politique, c'est l'impuissance de la représentation de l'alternative. Oui, la puissance de la représentation de l'alternative, mais de la représentation, regardez, si on pense à ce que dit Machiavel sur la croissance, c'est pas par hasard que j'ai repris cette...
Vous dites très bien qu'un projet de décroissance, c'est un projet qui ne tient pas, tout simplement. Donc on veut bien penser autrement à la croissance, mais un projet de décroissance, ça ne tient pas. Même si la croissance, ça va dans le mur. Donc, Oui, la croissance de quoi? Oui, Il faut exactement. toujours penser à la croissance de quoi? oui, penser à la croissance de quoi? Mais la question, c'est comment trouver des formes d'opposition, non pas au marché, mais comment, compte tenu d'une société de marché mondiale, parvenir à contrer effectivement la puissance du capitalisme international, etc. Mais je ne pense pas, c'est ça que je cherchais à dire par rapport à ce que vous venez de dire, que je trouve très intéressant, je ne pense pas que l'économique ait noyé le politique. Mais c'est pas ce que vous dites, hein. Mais je pense que ce n'est pas le fait qu'on soit dans une société économique de marché qui fait qu'il n'y aurait plus d'alternatives politiques. Je ne pense pas que ce soit là que ça se passe. Je ne sais pas où ça se passe, mais je pense pas que ce soit... En tout cas, non, mais là, malheureusement, les auditeurs disent pas. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que je vous remercie beaucoup pour cette leçon, parce qu'on Ça voit m'a à quel vraiment point, appris de discuter avec vous, j'ai appris autant que j'ai parlé. on voit à quel point la corruption est un thème central. Oui, absolument. Alors, ça, c'est, C'est un thème central. Et l'est devenu aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans, c'était C'est le ça, absolument. totalitarisme, Tout à maintenant fait. c'est la corruption. Mais bien Parce sûr, que c'est la voilà, corruption bien en sûr. Russie, c'est Bien sûr, bien sûr. le lien entre la corruption Bien et la sûr, bien sûr, dictature, bien sûr. et le lien entre la corruption et la démocratie. Je suis absolument d'accord. Et on est dans ce temps-là. Tout à fait. Les temps ont changé. Absolument. Non, je suis d'accord, et ça nous conforte dans notre Votre séminaire et dans votre recherche, oui, c'est de absolument. persévérer dans cette réflexion. Et voilà, oui, c'est ça. Et dans ce sens-là, Machiavel est un auteur majeur. Et c'est un, oui, voilà. Absolument Je majeur. pense que c'est un auteur majeur voilà, et la pensée de la corruption il faudrait trouver de nouvelles armes de pensée pour réfléchir, pour réfléchir à la question. C'est ce qu'on C'est ce qu'on essaie de faire ici, bien sûr. Et je crois que d'autant que ça se compose avec l'État totalitaire, parce qu'il faut bien voir que le totalitaire n'est pas complètement fini. Tout à fait, bien sûr, tout à fait. Tout à fait, c'est une nouvelle forme de pression. Il ne reconnaîtra pas sous la forme qu'on a connue. Il ne reconnaîtra. C'est Non, impossible. voilà, Enfin, je veux dire, voilà. La police française, c'est pas la Gestapo. Ah non, non, La Gestapo, non. ça avait tout. Non, La police ça- française, c'est rien. Non, ça n'a non, mais la police française n'a rien de totalitaire, ça n'a rien à voir. Non, mais Mais elle quand fait je pas ce qui pense, se passe. non, je pensais au fait que la Russie, qui Mais n'est bien pas sûr. totalitaire, est un pays plus qu'autoritaire. C'est un pays Ah oui, non, mais qui faut trouver un autre reconstruit mot. Faut dictatorialement son empire. Et dans laquelle la corruption fait partie d'un mécanisme. Et dans laquelle la corruption est le mode de régulation. Tout à fait, absolument. Et le mode de régulation. Tout à fait. C'est ça qui s'est substitué à l'État totalitaire. Et je trouve qu'il y a une immense complaisance vis-à-vis de la Russie aujourd'hui. Ah oui, de la part de- Qui dites-vous Bien sûr. Et Ça, c'est- dernière petite question, vous. Les correspondances, c'est un autre sujet, mais vous le traitez un peu entre Machiavel et Montesquieu, parce que ça, c'est quand même passionnant. Ah, c'est passionnant. Ça. Et Parce que quand on voit les Américains, qui sont à la fois des disciples de Montesquieu, mais qui ont une politique très anti-Montesquieu, Mais très machiavélienne. Montesquieu n'a Alors, pas c'est- assumé. Montesquieu n'a pas assumé sa dette à l'égard de Machiavel. Il le dit. Bah, oui. Il ne le dit pas. Si, il reconnaît la position de Machiavel par rapport à la liberté, mais il considère que c'est vrai qu'il a retenu le machiavélisme d'État. Et avec cette idée que la raison d'État machiavélienne est devenue critiquable, est tombée d'elle-même parce que on n'en a plus besoin. Tout ça, c'est faux. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est faux. Qui est une deuxième raison d'État de la gestion de l'économie, etc. Et que la raison d'État, par coup à la nodée, oui, bien sûr. Mais que la raison d'État machiavélienne est disparue, je pense que... C'est vrai, oui, Montesquieu a cette... oui. Mais ce sont les auteurs que j'aime, en tout Avec cas. Céline Spector. Oui, alors c'est ça, c'est la transition, parce que lundi prochain, avec Céline Spector, on continuera. Ah, bah, avec c'est très Montesquieu. bien. Donc, alors, on est